Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier avant-match de cette saison 2024-2025 qui va accoucher d'un final assez palpitant, hein, mine de rien. Une dernière à domicile contre le Stade Brestois d'Éric Roy. Voilà, dans quelques jours, on connaîtra l'issue de la saison, les places européennes. Voilà, notamment, et puis peut-être aussi une fin de saison inattendue du côté de Brest au regard de l'actualité. On va en revenir avec notre invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Yann du média Brest On Air. Salut Yann, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Toujours un plaisir de vivre des fins de saison où on regarde ce qui se passe à Nice, à Lille et à Brest. C'est toujours très Voilà, c'est passionnant pour ça. nous. C'est des bons souvenirs. Acte 2, effectivement, après cette fin de saison de l'année dernière qui avait accouché d'un scénario assez épique, hein, cette égalisation à la dernière seconde de Jordan Lotomba à Lille, justement, qui avait permis à Brest d'accrocher la troisième place, et Lille, cette place de barragiste. Yann, je te l'ai dit, hein, vraiment, faudra pas hésiter à nous renvoyer l'ascenseur samedi soir. Mais avant de parler du match et de ce qui nous intéresse, tu es là aussi pour nous parler un peu de ton équipe, le Stade Brestois, un peu la saison d'après, la saison magnifique d'après, voilà. Euh, Quel regard en fait tu tires maintenant, quel bilan tu tires sur cette saison, autant sur le parcours européen que sur le parcours en Coupe de France et sur naturellement aussi le championnat qui vous voit, alors j'ai pas le championnat sous les yeux, actuellement 8e si je ne dis pas de bêtises, avec en ligne de mire cette 7e place qui peut potentiellement bouger suivant les scénarios, et c'est pas uniquement sportif. Ouais, c'est ça. Je veux commencer par le championnat. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre quand on parle de Brest, c'est qu'il faut peut-être mettre de côté la saison extraordinaire l'an dernier. Si Brest finit huitième cette saison, c'est le meilleur classement du Stade Brestois en Ligue 1 de son histoire, si on enlève la saison dernière. Donc rien que, même en enlevant tout ce qui est Coupe d'Europe, Coupe de France, c'est une excellente saison pour Brest. C'est un peu au-delà de nos attentes parce que, bon, certains disaient oui, le maintien avant tout parce qu'on est très petits joueurs. Nous, côté Brestonner, on disait ce serait bien de faire un top 10, top 11 et pouvoir jouer quelque chose jusqu'au bout. On y est, donc c'est une franche réussite. Et on y est parce que, bah, voilà, quoi qu'il arrive, on finira huitième ou neuvième. Si la septième place devait revenir à Lyon, et que Lyon devait être écarté, ça descendrait à la huitième. Ça reste un amoncellement de coïncidences, donc on n'y croit pas forcément, mais on l'a dans un petit coin de la tête, on n'a pas trop envie d'avoir de regrets sur une saison qui a été longue, ça il faut le dire, ça a été très long en Ligue 1, on l'a senti sur pas mal de journées, sur pas mal de séquences où les joueurs étaient cramés, le public aussi un peu, et pourtant, tu fais top 8, ce qui est quand même assez remarquable. Tu fais top 8, qui plus est, en étant intraitable à domicile. On a quand même 10 victoires à domicile, c'est top, top. Et aussi, bah, mine de rien, c'est une saison qui a tiré sur les jambes, sur les esprits. On a eu énormément de blessés. Je pense qu'on a dû faire plus de 6-7 journées avec plus de 10 joueurs blessés, ce qui est quand même assez énorme. Mais il y a eu ce supplément d'âme qui vient peut-être de la Coupe d'Europe. Voilà. Première compétition européenne, tu gagnes 4 matchs. Il y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Je ne ferai pas de comparaison avec la saison européenne niçoise, mais, mais on vous souhaite de pouvoir vivre la même chose que nous l'an prochain en Ligue des Champions, par exemple. Tu vois, on fait 10 matchs, ok, bon, les deux derniers finissent mal, mais pour un club comme Brest, dont le pain quotidien, ça a été Guignon, Niort, Tours, des clubs qui n'existent même plus quasiment, passer comme ça, PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Barça, c'est un rêve éveillé. On a été loin d'être ridicule, donc c'est un grand plaisir. Voilà, maintenant, pour terminer quand même sur cette présentation saison d'après, rapidement, la seule déception, c'est la Coupe de France. Parce qu'on avait un beau tableau qui se présentait. Brest n'a jamais fait mieux que quart de finale. On reçoit Dunkerque, on mène 2-0 face à Dunkerque. Et juste parce qu'on n'est pas sérieux, on n'est pas appliqué, notamment sur le coup de pied arrêté, on se fait remonter. Et voilà, c'est des immenses regrets parce qu'il nous manque finalement qu'une chose au Stade Brestois maintenant qu'on a vécu la Coupe d'Europe, qu'on a vécu un super classement, c'est le Stade de France. Et le Stade de France, bah, c'est la Coupe de France. Voilà, peut-être qu'on aurait tiré Paris en deuxième et en demi et voilà, il n'y aurait pas eu de regrets.
Et là, c'est le point noir, surtout qu'on avait un effectif taillé pour. On avait recruté notamment en quantité pour jouer les trois compétitions. Et pour le coup, il faut reconnaître le bon travail qui a été fait de ce côté-là. Alors, tu as parlé quand même de quelque chose d'intéressant, c'est votre parcours naturellement européen, et tu as fait le parallèle, je te remercie, avec le nôtre sur cette saison-là. D'un avis extérieur, alors je ne sais pas si forcément tu suis un peu moins l'OGC Nice, tu suis sans doute la Ligue 1 comme bon suiveur français. Euh, mais finalement, comment expliques-tu le fait qu'il y ait eu ces victoires-là? Comment expliques-tu le fait que ça a été un boost, j'ai l'impression quand même pour votre saison? Parce que je t'ai parlé quand même du parallèle à Auxerre, période Jean Fernandez, qui finit troisième, je crois, de mémoire, mais qui vit une saison infernale en Ligue 1 et qui perd énormément d'énergie à raison de deux matchs par semaine. Et si tu fais le parallèle avec Nice, je veux dire, Brest, sur le papier, euh, c'est des joueurs de qualité, certes, mais qui ne sont pas intrinsèquement supérieurs à ceux de Nice. Euh, comment tu l'expliques finalement quelle est cette recette en fait qui a pu fonctionner, qui perdure là aujourd'hui encore? Il y a plein de trucs. Le premier point, c'est finalement celui que tu évoques à la fin, c'est qu'on a des joueurs qui sont des joueurs pro, qui ont un niveau Ligue 1, mais pour 90%, on n'aurait jamais espéré jouer une Coupe d'Europe et encore moins la Ligue des Champions. Du coup, quand tu arrives avec des joueurs comme ça, qui ont un peu la chance de leur vie de jouer dans la compétition qui les a fait vibrer quand ils sont gamins, bah, tu as des joueurs qui arrivent avec les dents qui règlent le parquet, une dalle pas possible, qui se subjuguent au-delà de leur capacité naturelle. Là où typiquement l'effectif niçois, on est sur des joueurs qui normalement visent à jouer la Coupe d'Europe assez régulièrement et qui sont peut-être pas intéressés sur une Conférence League, qui préfèrent prioriser le championnat où ils ont autre chose à jouer. Ça, c'est le premier élément qui est quand même assez notable. On a vu un niveau de motivation qui était exceptionnel et ça se comprend. Le deuxième, qui est finalement lié à ce que je disais sur le fait d'avoir recruté beaucoup de joueurs pour avoir un effectif assez large, c'est que bah, les places étaient chères en Ligue des Champions. Ces places, il fallait les gagner en championnat. Donc ça fait qu'on a eu un groupe qui a été concerné au quotidien sur quasiment l'ensemble de la saison, à une exception près, c'est quasiment systématiquement les matchs avant la Ligue des Champions. Donc, on a perdu à Auxerre 3-0, on a perdu à Montpellier 3-0, mais parce que tu sentais que la tête était ailleurs et que les joueurs qui allaient jouer en Ligue des Champions savaient déjà qu'ils allaient jouer. C'est avec du recul, bon, on ne peut pas leur en vouloir, évidemment, mais quand tu vois le peu de points qui nous manquent pour une septième place, c'est peut-être le léger regret en termes de gestion d'effectifs. Mais justement, c'est le dernier point le plus important. La gestion d'effectifs d'Eric Roy, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Ça fait quand même 3 ans qu'on le voit. C'est humainement, c'est incroyable. Vraiment, on parlera peut-être d'Eric Roy plus après, mais tactiquement, il a rien révolutionné. Il n'a pas des idées extrêmement fortes ou quoi que ce soit, mais dans une gestion de groupe pour maintenir tout le monde concerné, c'est assez fabuleux et ça a été la recette pour cette saison réussie, tout simplement. Ouais, effectivement. Alors, Eric Roy, tu en parles. C'est vrai que, bon, on va pas refaire l'histoire, mais quand on le voit nommé chez vous, nous, on se dit, bon, ben, ouais, bon, c'est marrant, hein, voilà, un nom sorti du chapeau, qui n'a pas effectivement laissé de grands souvenirs chez nous, mais c'est pas tant ça la question. Tu parles de gestion humaine. Moi, je vais te parler d'avenir. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on arrive sur une fin de cycle? On parle bien sûr de Bizot notamment, qui n'a pas officiellement dit, si je ne me trompe pas, qu'il partirait, mais lors du dernier match à domicile, on a senti que c'était comme des adieux. Euh, Est-ce que Roy, comme Bizot, comme d'autres joueurs, finalement, arrivent aussi sur comme une fin de cycle et peut-être un nouveau challenge qui va s'ouvrir à eux l'été prochain? Fin de cycle, oui, parce qu'il y a énormément de joueurs qui partent. Bon, déjà, on a recruté beaucoup de joueurs en prêt pour avoir du monde sur cette année, mais ça, à la limite, c'est secondaire. Le gros problème, c'est qu'on a des joueurs clés qui vont partir. Bizot, c'est quasiment sûr et acté. Il ne manque que le club finalement, mais Brest a donné son accord pour le libérer, pour service rendu, et lui a un peu fait le tour, hein. Je ne vous décris pas la ville de Brest, mais 4 ans à Brest, ça peut être long. Madi Camara, pareil, a un bon de sortie. Si la somme proposée est satisfaisante, donc on parle de 10, 12, 15 millions, ce qui est finalement assez légitime pour le meilleur joueur brestois sur ces 2 dernières années, quoi qu'on dise.
Et même, on voit d'autres noms, tu vois, Hugo Magnetti qui, a priori, resterait, mais si jamais il veut partir, c'est possible. On sent qu'un Pierre Lesmelou, c'est un peu la même chose. Pereira Lage qui est là depuis 4 ans, il est en fin de contrat, il a eu une proposition, on ne sait pas si elle va être acceptée ou non. Donc voilà, il y a plein de joueurs qui vont partir et plus que l'aspect vraiment sportif, c'est l'aspect vestiaire qui va compter. C'est eux qui ont forgé le groupe qui s'est maintenu et qui ensuite est allé chercher avec des champions. Il faut remplacer des gens qui ont un tel vécu, un tel niveau d'exigence. Ça va pas forcément être simple et ça sera encore plus compliqué si le coach ne prolonge pas, parce que c'est ça finalement notre vrai suspense de fin de saison. Eric Roy, ça fait depuis décembre qu'il a une proposition du Stade Brestois sur la table. Pour plein de raisons, il a reporté la décision, mais il ne pourra plus la reporter longtemps. Là, on ne peut pas se permettre d'attendre, je ne sais pas, mi-août pour savoir s'il continue ou non. Donc, on espère une décision très rapide, une décision positive, bien sûr, mais en même temps, voilà, c'est à lui de voir, de gérer sa carrière. Je vais être très pragmatique, très rationnel. Je ne suis pas certain qu'il ait un meilleur moment pour partir, parce que je ne le vois pas repartir en Coupe d'Europe avec Brest encore 2, 3 ans. Et finalement, sa crédibilité n'a jamais été aussi haute. Il faut se rappeler qu'avant de venir à Brest, ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas entraîné parce que personne n'en voulait. Le train est passé une fois, passe pas deux. Je pourrais comprendre la décision de partir, mais dans tous les cas, l'essentiel, c'est d'être vite fixé et de ne pas se retrouver à tout bricoler au dernier moment. Ouais, avoir un peu d'anticipation pour mieux préparer la nouvelle saison. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour un club. Euh, t'as Je peux peut-être juste préciser Ouais, vas-y. quand même. Peut-être que vous pourrez sortir les magnétos dans 3, 4 jours, je passerai pour un con, mais les signaux sont positifs quand même. On voit ses déclarations en conférence de presse, la façon dont il se projette sur la prochaine saison, ça te laisse quand même penser qu'il va prolonger. Et que c'est peut-être juste des histoires contractuelles qui font que ça traîne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être des garanties en termes de mercato? Parce que comme tu l'as dit, effectivement, il y a Bien peut-être sûr. des joueurs qui arrivent en fin de cycle. Derrière, peut-être il veut être sûr aussi qu'il va y avoir les finances et aussi peut-être déjà un mercato qui est déjà booké dans le sens où voilà, il faut assurer aussi une certaine homogénéité dans le groupe, autant sportive qu'humaine. Ouais, c'est ça. Et Brest reste Brest, malgré l'idée champion, c'est un club avec très peu de moyens. Les droits TV vont faire beaucoup de mal, donc je pense qu'on va demander à Eric Roy de faire la même chose avec moi. Ce qui peut être un peu décourageant pour lui. Alors pour rentrer un peu plus dans on va dire, le côté tactique, tu disais qu'il avait quand même rien révolutionné, mais alors si je regarde Brest pour la première fois, c'est quoi on va dire les éléments importants que tu constates en fait depuis la prise de fonction d'Éric Roy? C'est quoi le style tactique, le style de jeu? Et puis ensuite, voilà, tu as commencé à parler un peu des joueurs qui sont les hommes forts finalement de ce collectif-là. Ouais, j'ai commencé sur ce qui ressort, notamment cette saison, mais pas que. Premier point, c'est que c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Vous pouvez regarder, ça doit faire 2, 3 ans qu'on est dans les équipes qui marquent le plus sur coups de pied arrêtés. Ça tient au fait qu'on les travaille bien et aussi qu'on a le profil des joueurs pour. Quand tu as un Ludovic Ajorc dans la surface, c'est plus facile. Et c'est plus facile aussi pour mettre en place le style de jeu justement d'Eric Roy, qui est en fait un jeu assez direct, qui est surtout basé sur les seconds ballons. L'idée, c'est, je caricature, hein, mais c'est à un moment, on va allonger sur Ajorc, qu'il ait le ballon ou qu'il perde le duel, tu vas avoir un milieu extrêmement compact qui va monter très vite au pressing et qui va étouffer finalement assez haut. L'essentiel pour Brest, c'est finalement pas tant que ça d'avoir le ballon, c'est de le récupérer et où tu le récupères. Ça a été longtemps le style de jeu, c'est ce qui a marché l'an dernier. Maintenant, on a des profils un peu différents qui apportent de la diversité et notamment de la profondeur, chose qu'on utilisait très peu l'an dernier. Cette saison, on l'utilise davantage. Donc, on est assez bon également en contre. Maintenant, il faut reconnaître que cette équipe se prend un peu au jeu et parfois un peu trop. C'est une équipe qui ne sait pas fermer le jeu. Si ça mène, ça panique un peu, ça recule, mais ça ne marche pas, donc ça essaye de remonter. Voilà, ça a pu coûter des points sur la saison. Mais vraiment, au-delà de ce que je viens de décrire, c'est pas du football révolutionnaire. Mm. L'idée, c'est de faire avec les capacités de tes joueurs, de jouer sur leurs points forts. Et voilà.
Ça se projette, ça fait des courses vers l'avant, mais ça change rien. Tu vois, le système type de Eric Roy, c'est un 4-3-3 classique avec une pointe basse. Et quand il n'y a pas sa pointe basse, c'est un 4-4-2 avec Kamori Doumbia qui joue en faux neuf. C'est rien de révolutionnaire, c'est ce qu'on voit depuis des années et des années dans le football, mais c'est bien travaillé, c'est bien huilé, chacun sait ce qu'il doit faire et ce que l'autre doit faire. Donc finalement, on voit très peu de trous dans cette équipe. C'est peut-être ça le mot-clé finalement sur les 3 saisons, c'est la consistance. La consistance et la cohérence. On voit Brest sur le terrain, on comprend ce qu'ils veulent faire. Et quand même, il faut reconnaître, notamment depuis cette saison, qu'au-delà du plan collectif, bah, il y a des individualités très fortes. C'est peut-être un effectif qui est assez hétérogène. D'ailleurs, on voit des points faibles assez évidents. Je pense au poste de latéral gauche en l'absence de Bradley Loco qui nous a coûté énormément de Hmm. points cette saison, que ce soit Jordan Amavi, Massadio Aïdara, vraiment c'est l'immense regret. En défense centrale, on a certes le capitaine qui s'impose, mais qui se met à côté de lui, ça a été longtemps difficile. Ndiaye a l'air d'être mieux sur la fin de saison et il donne certaines garanties, mais c'est un jeune joueur qui peut te faire l'erreur qui va te coûter le match. Ça arrive assez régulièrement, malheureusement. Et par contre, à l'inverse, tu as des joueurs extrêmement forts. Au milieu, je l'ai dit, Madi Camara, incroyable joueur. Que ce soit offensivement, défensivement, quel que soit le système, il s'adapte. On a rarement eu un box-to-box aussi polyvalent. Et la motivation est toujours là. Enfin, vraiment, ça fait bizarre à dire quand on ne suit pas Brest, mais on souhaite à tous les clubs de Ligue 1 d'avoir un Madi Camara un jour. En termes de respect des supporters, de respect du maillot, c'est incroyable. Et il met le talent pur avec. Donc, oui, on parle de Madi Camara qui Oui, galérait à c'est Saint-Etienne. Hein. oui, c'est ça. C'est C'est un peu vous. Mais... On avait trouvé même à l'époque, enfin, il avait démarré, je crois, assez jeune à Saint-Étienne, et puis il était parti lorsque c'était un peu compliqué bah, lors de la descente, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il avait atterri chez vous, mais un peu peut-être dans l'anonymat, quoi, au début, pas forcément titulaire, et Ouais, puis il gagne sa place en fait. ouais c'est ça. Et puis avec un mental fou, parce que son dernier match à Saint-Etienne, il prend 6-0. Je sais plus contre qui, c'était en Ligue 2. Ouais. Il signe à Brest. Son premier match à Brest, on prend 7-0 contre Montpellier. Dans Ah la tête, faut revenir. oui, Hein. oui, c'est une recrue mercato hivernale. Non, estival, mais toute fin d'été. Il Ah. arrive sur 2-3 jours avant la fin du mercato d'été. Donc, bon, voilà, Madi Camara. Ludovic Ajorc, j'en ai parlé. Certes, excellent joueur de tête, excellent joueur de coup de pied arrêté, mais aussi un mec qui a une vraie vision du foot et qui est pas maladroit avec ses pieds. Bon, il est connu en Ligue 1, mais souvent on voit ce cliché du grand mec qui est un peu Hmm. bourrin. Non, c'est pas le cas de Ludovic Ajorc. Et joueur indispensable cette saison, qui en plus a mis, je crois que c'est 12-13 buts. Hein. C'est loin d'être négligeable. Et à côté, bon, ça varie. En ce moment, c'est plutôt Del Castillo qui revient bien de blessure et qui a un peu la garantie technique. C'est très bien. On en a eu besoin. Mais voilà, on va dire que c'est les 3 individus que je vais ressortir. La quatrième, théoriquement, c'est Pierre Lesmelou. Sauf que Pierre Lesmelou, depuis son départ avorté contre Rennes, les gros matchs, ça l'intéresse. Le reste, un peu moins. Et ça se ressent. Ouais, Donc là aussi. je sais pas s'il met Nice dans cette catégorie, puisque c'est son ancien club. Mais d'un autre côté, il peut se dire que Brest n'a plus rien à jouer. Donc on verra. Et je pense qu'on sera fixé sur le 11. S'il n'est pas titulaire, c'est qu'on sent qu'à l'entraînement, il n'y avait pas la motivation. Et voilà. Ouais. C'est vrai que c'est fou, hein, et euh, il a été un peu décrié à Nice, hein, c'est un peu un passage bizarre de Pierre Lesmelou chez nous parce que il est recruté la saison de mémoire, hein, je vais peut-être dire des bêtises, hein. Je me demande s'il n'est pas recruté la saison 2017-2018. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il joue le barrage de LDC contre l'Ajax à l'époque. Il joue. Mais il a vraiment un parcours bizarre. euh, Parce que ouais, il y a j'ai des flashs où même par moment, par période, il était vu comme étant un peu le bouc émissaire quoi, de l'alliance Riviera. Et puis finalement, quand tu pars, en fait, tu te dis que bah, c'est quand même un joueur qui avait une certaine mentalité, qui donnait tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas exactement ce qu'en pensent les Niçois, mais moi, c'est un joueur qui m'a pas forcément énormément marqué. Mais je reconnais par contre que c'était un joueur qui était quand même beau à voir jouer, une certaine qualité technique, une aisance. Euh, Comment est-ce que tu juges en fait son année, forcément peut-être un peu moins rayonnante que l'année dernière?
Ouais, bah déjà, il a démarré blessé. Ça, il faut lui reconnaître. Il a démarré blessé avec une blessure qui est un peu bizarre, qui a traîné très longtemps. Le staff médical comprenait pas trop, mais bon, voilà, on fait confiance au ressenti, quoi que ce soit. Et bah voilà, ce que je disais sur les gros matchs, on sentait qu'il était très motivé. On a retrouvé le Les Melou de l'an dernier qui rayonnait en pente basse, qui vraiment était au-dessus de la mêlée. Je n'ai pas peur de dire que ce Les Melou en pente basse, c'est un des meilleurs à son poste en Ligue 1 aujourd'hui. Et trop souvent, on a vu un Les Melou qui finalement n'était pas trop motivé, qui avait juste envie de s'embrouiller avec les arbitres, avec les joueurs adverses, qui prenait des cartons pour tout et rien et qui finalement n'avait pas spécialement envie de faire la course, de faire l'effort. C'est compliqué parce qu'au-delà de sa performance individuelle, vu sa position, ça affecte tout ton collectif et ça peut te déséquilibrer un peu. Heureusement, on a eu Camara qui, avec ses 15 poumons, a compensé, et Magnetti également, mais ça ternit un peu. Hmm. Euh, on a souvent dit de Gaëtan Charbonnier, quand il était à Brest, que c'était une grosse tête de con, mais que c'était notre tête de con. Et Les Melou a un peu repris le rôle, parce qu'il faut reconnaître que sa cote de popularité à Brest, elle reste extrêmement élevée, parce qu'il y a eu des moments très forts. Puis on aime bien les joueurs avec du caractère quand même, quoi qu'on en dise. Hmm. Voilà. On a... Et la question qui se pose, la dernière sur Les Melou, c'est que autant l'an dernier, il y avait du monde pour aller le chercher, Eh oui. autant cet été, qui viendra poser de l'argent pour le prendre? Je ne sais pas. Et donc, est-ce que lui est prêt à faire une saison entière, pleinement motivé la saison prochaine ou non? Je ne sais pas non plus. Je pense qu'on aura des premiers éléments de réponse justement contre Nice. On n'a pas parlé du match aller, Yann. L'OGC Nice, elle avait remporté 1-0. C'était un match assez ouvert où Brest avait eu la possession. J'ai les stats sous les yeux, hein. Match plutôt dominé dans l'ensemble, mais Nice avait su être efficace. Quel souvenir t'en gardes de ce match-là? Bon, là, ça fait un rétro-pédalage là en novembre 2024. T'as l'impression que c'était il y a hyper longtemps en fait. Mais Euh, tellement. et puis, ouais, c'était une victoire 1-0. Qu'est-ce qui a changé finalement depuis cette période-là et comment tu vois un peu ce retour? Si je me souviens bien du match aller, c'est une première mi-temps totalement dominée par Nice avec un Ali Abdi qui nous met la misère. Mais complètement. Possiblement le meilleur match que j'ai vu d'Ali Abdi de toute sa carrière et peut-être vous aussi. Il nous met une misère monstrueuse, notamment que si je ne me trompe pas, il est du côté de. Bah, il joue à gauche chez vous, Ouais. donc de notre côté droit. Ouais, c'est ça. Bon, vraiment, il nous met une misère sur la première mi-temps et en deuxième, on essaye de revenir sans être trop efficace. Je crois que Boulka fait quelques beaux arrêts, mais la première était tellement mauvaise que finalement, pas de regret là-dessus. Et ça, c'est un truc que Brest a beaucoup traîné finalement en Ligue 1 cette saison, c'est de ne jouer qu'une saison, une mi-temps sur deux. Mais depuis la fin de la Ligue des Champions, bah, ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'il y a plus de constance, plus peut-être de fraîcheur physique. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que Brest aura un visage plus conquérant face à Nice. Je m'attends à un match plein, sauf si on fait tourner XXL, mais je n'y crois pas un instant. Et voilà, je pense que ça se passera peut-être un peu mieux, mais j'ai pas souvenir enfin, c'est-à-dire une très bonne mi-temps et une très mauvaise. Là où je m'attends peut-être à plutôt deux mi-temps plutôt moyennes plus de Brest demain. Et j'espère que Ali Abdi nous mettra pas encore la misère parce que ça fait mal à l'ego. Ouais, je me souviens très bien de son match et notamment de deux galettes qu'il avait envoyées. Ben, en fait, il est à l'origine de deux buts, dont un qui est refusé, je crois, de mémoire. Et c'est approximativement les mêmes situations parce que c'est Guessant qui met le but en fin de première. Il y avait eu un but refusé de mémoire, je crois que c'est Mohamed Ali Chaud qui avait Ouais, marqué. Et la question que je veux te poser, c'est samedi soir, y aura-t-il des absents, justement, côté brestois, on va dire, des absents de marque? Et à ton avis, si ça part sur l'équipe type, euh, bah, tu imagines quelle équipe finalement? il y aura beaucoup d'absents. Comme je t'ai dit, ça fait longtemps qu'on a quasiment une dizaine d'absents. Je vais t'épargner ceux qui de toute façon ne jouent pas ou ne joueront pas ou n'ont pas joué. Donc, Amavi, Bourgo, Koulibaly, Feb, tout ça, ils ne sont pas. Sur ceux qui ont joué ces derniers temps et qui pourraient nous manquer, euh, Alès Melou, potentiellement, qui était suspendu, blessé la semaine dernière. Mama Baldé,
qui fait du bien quand il rentre, mais qui rentre de moins en moins. On ne sait pas trop si c'est une blessure, si c'est dans la tête. C'est pas plus que ça. Romain Fèvre aussi, qui, bon, malgré son côté un peu petit con, je suis désolé pour la vulgarité, mais qui reste un joueur avec beaucoup de talent et qui peut faire du bien aussi. Et voilà sur les manquants qui pouvaient aspirer à du temps de jeu. Maintenant, c'est peut-être le gros regret qu'on a sur cette saison, c'est qu'on avait récupéré Soumaïla Koulibaly en prêt de Dortmund en défenseur central. Il a joué plus de matchs de Ligue des Champions que de championnat, quand même, pour situer le degré d'absence. Mais on n'a jamais vu un défenseur central aussi fort à Brest. Et voilà, je disais que si on avait un vrai latéral gauche, on aurait fait mieux, mais si on avait eu Koulibaly toute la saison, on aurait aussi fait beaucoup mieux. Maintenant, le point positif, c'est qu'on a parlé d'absent, on parle de retour, et on a un grand retour, c'est celui de Bradley Loco, latéral gauche, qui a fait ses 20 premières minutes en un an la semaine dernière. Je ne sais pas s'il postule à être titulaire, ça me paraît peut-être un peu audacieux, mais je le vois bien jouer 45 minutes, tu vois, et je pense qu'il y a une équipe avec Loco et une équipe sans Loco, Hmm. pour le coup. Ok, ok. Ça m'a l'air assez complet, tous ces éléments, mon cher Yann. Je vais te demander eh bien, de te mouiller sur le score, parce que c'est un match quand même à enjeu, on l'a dit. Alors il y a toujours voilà, ce, d'ailleurs, est-ce qu'on a un peu plus d'infos concernant cette situation lyonnaise? Enfin, je veux dire, Brest sans doute va jouer à fond. Il faut que ce soit conditionné, comme tu l'as dit, à cette septième place de l'Olympique lyonnais. Maintenant, si Lyon termine sixième et qu'ils ne peuvent pas faire la Coupe d'Europe, enfin, du coup, c'est à peu près la même chose. Le septième pas sixième. Enfin, tu vois, quels sont les scénarios envisageables? C'est un peu flou, parce que de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on a la réponse. Moi, de ce que j'ai retenu dans les règles, c'est que dans tous les cas, la France a 7 places européennes. Hmm, Donc là, on parle de Lyon. Si Lyon finit septième, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut que Paris gagne la Coupe de France. Parce que si c'est Reims qui la gagne, c'est eux qui effectivement. prennent la septième place. Et finalement, après que Lyon finisse troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, s'ils sont déboutés des compétitions européennes, il y a une septième place à prendre, peu importe pour qui. Finalement, en gros, tous décaleraient. Et quoi qu'il arrive, tout ce que je comprends, le huitième récupérerait la place. Maintenant, on est quand même sur un scénario très hypothétique, parce que déjà, il faut que Lyon soit sanctionné. C'est-à-dire que Lyon peut être rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, mais pas pour autant exclu des compétitions européennes. Ça peut être une situation un peu étrange, mais c'est possible. Ensuite, rien ne garantit que Lyon soit réellement sanctionné, en tout cas à effet immédiat. Et puis, de toute façon, c'est pas trop l'esprit brestois et même de Ligue 1 de souhaiter le malheur. C'est-à-dire que Oui. si ça arrive à Lyon, bah, on prendra la place et très bien, on fera de notre mieux pour représenter, mais on n'est pas en tête de se dire il faut absolument aller taper Nice parce que Lyon, il faut qu'il. Enfin, voilà, si ça arrive, ça arrive. Je pense que ce qui motive les joueurs et le coach, plus qu'une potentielle huitième place qui potentiellement redeviendrait européenne, c'est l'idée, d'une part, de bien finir Mhm. et d'être l'arbitre honnête jusqu'au bout. Tu vois, on a fait le taf contre Lille. Je pense que les Lillois seraient totalement dégoûtés si demain on arrivait avec les U17. Et c'est pas l'idée. C'est clairement pas l'idée. Tu m'as demandé si on s'attendait à l'équipe type. Globalement, oui, avec peut-être un ou deux changements. On a quelques jeunes joueurs qui ont des belles promesses. Je pense notamment à Amidou Makalou qui est arrivé cet hiver et qui peut postuler avec ton jeu, mais il y aura au moins 9 titulaires habituels sans trop de soucis parce que Brest veut bien finir, Brest veut envoyer le message. Et puis, je parlais des finances brestoises. C'est un match à 250 000 euros. Si on finit huitième, on a 2 millions et quelques. Et si on finit neuvième, c'est 1,8 million. Un sou est un sou. Ça fait bizarre à dire comme ça, mais c'est aussi un enjeu pour Brest, hein, mine de rien. Ok Yann, bon, nous sommes samedi soir, voilà, le match vient de se terminer, il est 23 h. Quel est le score pour toi? Je pense que le score est de 2 partout. C'est Et pas... je ne sais pas qui joue Lille, donc je ne sais pas si ça vous arrange. En revanche, je sais que Lens a perdu à Monaco, donc le Stade Brestois est huitième. Voilà. Et si tu veux, je te donne les buteurs. Je te donne un Laborde et un Guessant de votre côté et un doublé d'Ajorc du nôtre. Alors, on va regarder un peu le classement, je vais mettre un peu sur les derniers matchs.
Euh, alors, pour te dire, donc, Lyon joue contre Angers. Voilà. Strasbourg reçoit Le Havre. Lille reçoit Reims. Ouais. Lens-Monaco. Marseille-Rennes. Bon, après, c'est un peu plus anecdotique pour les trois devant. Mais effectivement, ouais, Le Havre encore tout à jouer. Reims aussi. Euh, bon. Moi, je vois une victoire 2-0. Moi, je vois une victoire Très bien. 2-0 de l'OGC Nice, naturellement. J'aimerais, moi, en fait, au-delà de ça, qu'il y ait une belle fête, que ça clôture bien la saison, qu'il y ait une belle ambiance, qu'il y ait voilà, une énergie positive et qu'on se réjouisse de cette quatrième place, parce que c'est vrai que la semaine dernière, tu perds Rennes qui ne te permet pas de jouer ce top 3, donc il y a un petit peu de déception, même si je pense que les points, tu les perds aussi avant, hein. On va pas se voiler la face. Mais voilà, surtout voilà, un bon match, qu'on montre qu'on mérite aussi par le jeu une victoire, parce que c'est vrai que ces dernières semaines c'est un peu compliqué. Et voilà, qu'on termine la saison avec 60 points, ce qui serait quand même une très très belle saison. Et puis voilà, je te donne les buteurs. Il y aura un but de Jonathan Klaus, qui aime énormément marquer à Ah, domicile. Voilà. Et puis, je vais pas dire Ali Abdi parce qu'il est pas autant en forme qu'au match aller, mais allez, j'aimerais bien un petit but d'Evan Guessant aussi. Ça fait un moment qu'il a pas marqué. Donc voilà, victoire 2-0. Voilà. Sur les dernières semaines, voilà, je forçais le un but partout, parce que ça nous réussissait. On a perdu contre Rennes, donc je change la strat pour tenter voilà, de miser sur la superstition, même si chacun est libre d'y croire ou pas. Yann, merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements. On te souhaite quand même un très très bon match samedi soir. Une bonne fin de saison aux médias Brestonner. Et puis voilà, il y aura sans doute, je présume, des numéros cet été pour les recrues. Vous risquez aussi de faire votre bilan de fin de saison. Enfin bref, si vous êtes eh bien, intéressé pour en savoir un peu plus sur le Stade Brestois de manière générale, je vous invite à aller checker la chaîne YouTube et en podcast, je présume également, pour ton média. Yann, un grand merci, et puis on se dit à très bientôt pour un autre numéro. Nous, on se retrouve dimanche soir pour débriefer ce match et cette fin de saison. Merci à tous, à ce week-end, et puis passez une bonne soirée. merci beaucoup, bonne soirée.